Du coup, je m'appelle Kendrick Daria, je suis Project Manager certification chez Clever Cloud. Petit warning, je stresse, je peux bégayer, je peux mélanger des phrases, la langue française est étrangère pour moi, parfois ça peut être incohérent, donc soyez indulgents. Et aujourd'hui, on va parler de talk, partage d'expérience sur le parcours de certification à Clever Cloud. Donc, parler d'ISO 9001, 27001 et HDS. On verra si vous connaissez déjà un peu le sujet. Est-ce que vous pouvez lever les mains, la main ou les mains pour ceux qui ont déjà entendu parler déjà de ISO 9001, 27001? Oh, cool, très bien. Je peux avoir beaucoup de jugement là. Est-ce que vous avez déjà implémenté, est-ce que ces normes-là sont déjà implémentées dans votre entreprise? Levez les mains. Oui, ça compte pas. Ok, ça marche. Donc, potentiellement, avec ces gens, sur certains points, ils vont pas être d'accord avec moi. Mais c'est pas grave. On va en discuter. Du coup, première question à laquelle je voudrais répondre avec vous, c'est pourquoi Clever Cloud s'est lancé dans ce parcours de combattants. C'est Moulaga. C'est l'argent, parce que le marché, il le demande. Voilà, il n'y a pas beaucoup de réponses autres. Les clients le demandent, et il y a les parts de marché à prendre. C'est très attendu, donc on y va. Mais comment on commence? Est-ce qu'on se lance directement dans 27001 ou on essaie de trouver des boosters tels que ISO 9001? Pourquoi? Parce que toutes les certifications comme ISO 9001, 27001 et d'autres de ce type, ils ont la même structure dans leur référentiel. En fait, ils ont un socle de chapitrage entre 4 et 7 et c'est identique. Et cela, ça peut faciliter vraiment le travail. Et ISO 9001, c'est vraiment une certification très simple à mettre place, très flexible, sujet à des interprétations, à adaptation, et ça permet de se construire en interne, de vraiment s'organiser, voir comment ça marche, l'humain, les outils, etc. Donc c'est vraiment un bon début pour aller dans le 27001. Et du coup, une fois on a décidé pourquoi on y va, on se dit comment? Comment on a commencé ce processus au tout début? C'est le codir qui s'est réuni, il s'est dit les clients le demandent, on fait quoi? On se lance et on se met un budget. On demande déjà, peut-être on va prendre un conseiller externe qui va nous aider un petit peu sur ISO 9001, nous donner des pistes, peut-être la base des docs, etc. On teste et on voit que ce n'est pas suffisant, on recrute une personne, c'est moi. On m'a recruté et on m'a dit, voilà les normes, et voilà notre stratégie, vas-y quoi, fais. Et c'est parti. C'était un peu ça. C'est ça que j'aime, c'est très spontané. On a un peu liberté pour le relance chez Clever Cloud. Donc j'ai beaucoup aimé ce projet. Et c'est donc recrutement, un conseiller au tout début juste pour nous démarrer. Et très important, la volonté et l'implication de direction. Donc bien sûr, c'est eux qui ont décidé, mais il faut qu'ils soient impliqués. Peut-être pas l'ensemble de le CODIR, mais déjà au moins une personne membre de CODIR qui soit là et qui soit à l'écoute du projet. Voilà, donc ça c'était vraiment la recette initiale pour se lancer. Et au final, ça a marché assez bien nous avons fait 3 certifications en 3 ans. Donc c'était on est allé, hein. Voilà, merci. Et du coup, je vais vous commencer d'abord pour parler sur ISO 9001, puisque c'était la base. Donc je pense que vous savez déjà, la plupart, c'est la construction de systèmes de management de qualité. Vu que c'est le premier talk, j'ai un peu tassé toutes les notions pour que ce soit digeste et j'ai souligné juste 4 points importants de cette norme. Je prends mon temps. Mais c'est ma nature, je suis en mode, j'aime bien ça, voilà, je ne peux pas être calme. ISO 9001, management de qualité, 4 piliers. Approche processus, amélioration continue, orientation client et implication du personnel et de la direction. Donc on va voir en détail, mais pour moi c'était des 4 points essentiels sur lesquels nous sommes concentrés sur Clever Cloud et ce que nous a permis de réussir. Donc ISO 9001, c'est parti pour approche processus. Le but, c'est pas vraiment dérouler la norme, c'est juste vous montrer comment nous, on a construit ISO 9001.
Bien sûr, déjà, on a lu le truc. Là, ça va, le document, il est digeste, celui-ci, par rapport... je ne parle pas Secnum Cloud, IECS, non, non. Ici, DSS, non. Mais ça, c'est très bien. Voilà. Et du coup, processus, on regarde notre entreprise, on prend du recul. On peut utiliser des différentes techniques comme analyse porteur ou d'autres choses, mais l'idée, c'est de découper son entreprise sur des processus qui marchent pour notre périmètre ISO 9001. Dans notre cas, nous avons décidé que l'ensemble d'activités Clear Cloud va être certifié pour toutes les certifications. Donc, on ne va pas jouer avec des périmètres, ce que nous a permis bien construire le système management dit intégré. C'est-à-dire on a intégré justement avec le même socle toutes les certifications et c'était beaucoup plus simple. Parce que sinon, on doit doubler à chaque fois le travail. Et nous, on a regardé un peu et on s'est dit, OK, le cœur de notre métier, c'est du R&D, donc processus conception. Il est au cœur. Pour que ça marche, il nous faut de la maintenance à notre processus qui va surveiller qu'on respecte nos SLA, que la plateforme marche, etc. Si les gens ont des questions avec produit, processus support, qui est très essentiel aussi. Et puis, il faut vendre tout ça, donc marketing, vente. Et on s'est dit, ça fait le cœur, ça c'est nos processus cœur. Et puis, tout ça pour superviser que ça marche bien, on s'est dit, on a créé processus pilotage. Donc, c'est Codir qui dit ce qui marche pas, qui analyse, voilà, du reporting. Et amélioration continue. Ça, c'est quelque chose pas très habituel, ou peut-être vous l'avez fait aussi, parce que une des normes exigences d'ISO 9001, c'est avoir amélioration continue. On va voir le slide prochain. On a décidé d'avoir ça comme processus à part pour le gérer, avoir ses propres KPI et ça permet d'avoir un petit peu de temps dédié à ce truc-là et ça permet mieux faire marcher les autres processus. Et puis tout le reste, on a balancé un support, là, ressources humaines, relations prestataires, finances juridiques. Voilà, c'est bien, ça fait marcher la boîte, mais ce n'est pas le cœur du métier. Donc ça, c'était notre cartographie. Et puis, c'est un truc assez standard. Et puis, dans le travail, chaque processus va avoir sa propre cartographie. Ça, je ne veux pas le montrer parce que il y a le schéma dans le référentiel. L'idée, c'est de se dire, c'est quoi le démarrage de processus. Par exemple, support, ça va être un petit message de client. J'ai telle question, hop, le processus support, il démarre. Et puis, la cartographie de ce processus elle doit détailler les outils, l'interaction avec d'autres processus, c'est qui est en charge, quel KPI elle utilise, parce qu'on doit mesurer, est-ce qu'il marche bien ce processus. Donc, la performance, ça va être forcément les KPI. Voilà, on ne peut pas s'en sortir sans. Et puis, la fin processus, comment il se passe, et à la fin, c'est quoi le output, en quelque sorte, c'est client satisfait. Et c'est la fin. Et en gros, voilà, chaque processus aura ce schéma-là qu'on va détailler et tous les mois, on va l'analyser avec dites pilotes de processus qui sont souvent les membres de direction. Une direction sales, direction support, etc. Donc voilà, ça c'était le premier pilier ISO 9001. Une fois on a fait ce travail, sachant qu'on n'a pas que fait l'analyse de processus, on a fait l'analyse SWOT, analyse des parties intéressées, qu'est-ce qu'ils veulent. C'est un peu classique, on l'étudie même en cours de management à l'université, mais c'est nécessaire à faire. Au final, c'est la première fois que j'ai pu appliquer ces connaissances, c'est agréable. Et voilà, sinon c'était inutile. Et deuxième pilier, c'était l'amélioration continue sur lequel j'ai déjà parlé, sur le processus. Ça, vraiment, je trouve que c'est quelque chose qui a 9001 et apporte vraiment à chaque entreprise, puisque ça nous apprend à s'améliorer et à apprendre sur nos erreurs. On le fait tous, mais écrire noir sur blanc, là où ça n'a pas marché, l'analyse et qu'est-ce qu'on a tiré comme conclusion, qu'est-ce qu'on va faire face à cette erreur, il n'y a rien mieux que ça. Parce que déjà, c'est la capitalisation de connaissances. Les autres peuvent lire, ils vont aussi apprendre. Et parce que ça ne suffit pas juste, oui, il y a eu un bug, on l'a réglé, et puis ça c'est, voilà, à l'oral, on a parlé, et c'est pas suffisant. C'est bien d'écrire. Et là, j'ai mis un petit schéma classique, pareil, ça fait la base de ISO 9001. Plan de check act, schéma PDCA. C'est le cycle, c'est-à-dire qu'on décide d'implémenter un nouveau outil. On planifie. Il faut planifier. De toute
On n'aime pas trop parfois, mais il faut qu'il y ait une personne planifie la date, les checklists, qu'est-ce qu'on doit vérifier avant, etc. Et donc ça doit être planifié. Nous, on le fait sous format issue, par exemple, dans GitLab. Je vais en parler dans le prochain slide. Et puis, on le fait. Donc, on fait les check. On l'a fait, on est content. Mais à la fin, c'est pas fini. On doit vérifier qu'est-ce qu'on a fait. Ah bah, là, on a implémenté, mais on a oublié de checker les... je sais pas... les dependencies avec d'autres outils, il y a un truc qui ne va pas, les clients ne sont pas contents, il y a des bugs, mais ça, on n'a pas prévu. Et du coup, c'est là qu'on analyse, on dit « Ah, ça aurait été bien de faire ça, ça, ça ». Et bah, c'est là qu'on le dit. Par exemple, à la fin, on a checké tout et on dit « Ah, l'analyse, ça aurait été bien d'améliorer ça, ça, ça ». Et acte, du coup, bah, on agit sur les idées d'amélioration. Et le cycle est fermé et ça répare à l'infini. Et comme ça, en théorie, c'est peut-être farfelu, mais nous, ce qu'on a fait, on a fait tout le gestion de projet dans GitLab. Je sais que les auditeurs, quand ils ont vu ça, ils étaient en mode bizarre. Il est où Jira? Bah, on n'a pas. En fait, ce qui est important à dire, c'est que quand j'arrive, moi je suis pas tech. J'ai fait l'audit financier avant. Donc, je suis venue d'un secteur procédural que je n'ai pas aimé, mais je connaissais de la méthodologie, etc. Et j'arrive et Quentin, notre CEO, il me dit « Alors, on met ces certifs, mais tu ne fais pas chier tech. Tu ne les fais pas chier. » Ok. J'ai fait quoi? Comment? Il dit « On s'adapte, tu les écoutes, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est eux les cœurs chez nous. C'est les certifs qui vont s'adapter aux tech, ce n'est pas les techs qui s'adaptent à ça. » Voilà, on a de la classe chez nous. Voilà. Du coup, les non-tech, ils découvrent GitLab. Moi, j'ouvre GitLab, première fois dans ma vie. Waouh, j'ai découvert Markdown. Franchement, je suis spécialiste du Markdown maintenant. Rédiger toutes les politiques en Markdown. Les schémas Markdown. J'ai oublié ce que c'est Google Doc. Voilà. Et du coup, on a fait ça pour les techs parce que forcément, là, on a géré toute la procédure, tout le cycle dans GitLab. On crée une issue. Voilà, issue, création de tel outil, intégration de ton outil. Il y a le checklist là, on a checké. Et en fait, ce qui est bien, là, j'ai mis une petite description de template non conformity, mais il faut pré-mâcher le travail. Parce que bah, les techs ne vont pas s'embêter avec tous les formalismes. Je sais pas. C'est ce qu'on dit. On m'a dit ça. Et vous ne pouvez pas imaginer comment on l'apprécie justement pour ça, quoi. Et du coup, bah, j'ai pré-mâche le travail, je mâche beaucoup. Voilà, j'ai fait des templates par-ci, toutes les procédures, je les rédige, même si parfois je ne sais pas de quoi je parle. Je les rédige et après j'ai dit, il y a combien % de vrai là-dedans? Ils réalisent, ils disent, bon là c'est pas ouf, là c'est bien et tout. Donc voilà, et du coup, c'est ça qui est bien, c'est que GitLab, ça permet, moi j'ai pré-mâche le travail, mais c'est disponible aux gens. Je dis tech parce que c'est un peu ce que j'utilise au quotidien comme mot. J'espère que ça vexe personne. Oui, c'est bon, c'est un bon mot. Voilà. Et ça permet d'assigner les gens. Parce que supposons j'étais sur Jira et j'ai besoin que Firewall sera prêt d'ici une semaine. Je dis n'importe quoi. Mais personne n'ira voir Jira. Non. Par contre, GitLab qui envoie des mails, des rappels, là, il n'a plus le choix. Je reviens. Moi, t'as vu, le deadline est passé. Je t'ai remis le deadline dans 12 jours. Ah, t'as vu, le mail encore a passé. Et voilà, ça se passe comme ça. Donc, ça se passe dans GitLab. Et ça marche très bien. Ça marche très bien parce que, bah oui, voilà, tu es d'accord. Comme s'il avait le choix. L'idée, c'est quand même intégrer tout ça pour que ce soit disponible pour vous. Et nous, on est là en support, les non-tech, donc on s'adapte. Et donc, tout le processus d'amélioration continue, il passe là. Il y a des templates qui sont pré-remplis par moi. Et après, les gens, ils ont juste remplir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, proposer des améliorations, aider, clôturer les l'issue. Le truc est fait, l'auditeur est content. Voilà, ça, c'est le plus important. Ce qu'on a fait aussi intéressant, c'est que je ne sais pas si vous avez vu un des dernières annonces, on a intégré un Metabase. C'est un super outil. Moi, je l'utilise tout le temps.
on a mis la base de données GitLab dans Metabase et ça me permet à moi, qui ne connais pas trop SQL, faire des jolis graphiques, des KPI et voilà. Et je peux présenter ça au copil et à l'auditeur qui est content. C'est important, l'auditeur content, sinon on n'a pas de certification. Voilà, et là c'est l'exemple juste un des questions un peu bidon. How many open issues with a past due date by signed person? Bah, c'est pas du flicage, hein. On ne fait pas du tout du flicage, c'est plutôt voir qui galère avec quantité de ces issues. Et si je vois, d'habitude c'est moi, hein. Là, je suis dans le top de cette liste, j'ai quantité de date dépassée. Et c'est pas parce que... En fait, j'ai un peu perverti les notions de due date. Je l'utilise comme rappel et pas comme vrai due date. Donc, j'ai des mails qui arrivent tous les jours. Il y a ça. Ou je change de 12 jours. Rappel dans 12 jours. Donc, voilà, je suis toujours dans le top de liste de gens qui ont due date dépassée. Mais voilà, c'est un peu notre gestion d'amélioration continue chez nous. Et voilà, ça marchait plutôt bien. Les auditeurs étaient contents. Et tout le monde est au courant de ce qui se passe. C'est ça qui est le plus important. Après, le petit socle d'orientation client qui est très important, je pense que c'est déjà sujet dans toutes les entreprises, mais ISO 9001, il remet le point fort là-dessus. Nous, justement, on a créé des projets dans GitLab. On a intégré les sales et le support. Bah, les supports, ils sont déjà tech, mais les sales, par exemple, ils utilisent GitLab. Voilà. On a créé aussi des petites réunions du style point client complaints. Ça, c'est un plus de sales review et support review qui voient déjà des choses qui ne vont pas côté client. Il ne faut pas se dire qu'on a plein de réunions. On essaie quand même de limiter les dégâts en termes de réunions et passer plus du temps à travailler. Mais ça, ce genre de petites... Pardon. Il y a réunion et il y a réunion. Ça, c'est réunion. Voilà. Et là, par exemple, ça, c'était une des initiatives d'amélioration continue. C'est se dire, OK, il y a des sujets qui sont traités parmi les sales, parmi les supports, mais il n'y a pas de point d'interaction. Donc là, j'invite, par exemple, directeur sales, directeur support, un gars qui gère tous les clients pas contents, et peut-être parfois Steven, notre directeur technique, ça dépend. Et puis là, on voit les sujets vite fait comme ça en issue. Ça, c'est bien. On clique sur ça, et il y a toutes les issues avec les clients, c'est bien, et on fait hop, ça va vite. Voilà, et du coup, il y a, pareil, on utilise Metabase aussi pour les KPI. Et du coup, à la fin, c'est implication du personnel et de la direction. Parce que, en fait, si on ne les implique pas, tout ça, ça ne sert à rien, tout ce que j'ai dit avant. Si la direction s'en fiche, y a rien qui va se passer. Si les salariés ne sont pas au courant de ce qui se passe, on n'aura jamais de la certification. Et là, j'ai mis juste des exemples de ce que nous, on a mis en place, parce que l'idée de ce talk, c'est vraiment du feedback, comment ça se passe chez nous. Nous, on a une petite sorte de... Ça s'appelle CCTV. C'est un mini YouTube interne où chacun enregistre des talks. Parce qu'on a une petite culture de talk vendredi après-midi, technique. Mais on a intégré des choses hors tech, sales. Là, j'ai mis SecReg Talk, sécurité ou réglementation du style RGPD. Et tout ça, ça s'enregistre. Et puis, il y a des playlists, même pour les nouveaux, par exemple, pour l'onboarding, les nouvelles personnes qui arrivent, il y a des vidéos obligatoires à visionner. Ça les fait vite fait découvrir les sujets essentiels. Et on check la case de sensibilisation, qui est très importante, sans laquelle on ne peut pas avoir les certifs. Donc, pour le personnel, on a mis en place, donc déjà, il y a les talks. Et il y a le QCM annuel, ça c'est pas QCM en mode examen, c'est plutôt QVT, avec, te poser des questions, est-ce qu'ils sont contents, comment ça se passe, etc. Mais il y a connotation de ISO 9001 qui, en fait, qualité, on a intégré dans qualité le bien-être salarial. C'est notre troisième axe stratégique. Et c'est très important. Et grâce à ça, on arrive à avoir le réel feedback de gens. Parce que c'est une fois par an, c'est pas très chiant et du coup les gens prennent vraiment le temps pour répondre. Et puis on a la communication via un changelog interne sur Slack. C'est très bien. On a vraiment tous les jours quasiment chacun met ce qui se passait un nouveau truc. Petite mise à jour par-ci. Moi j'ai créé un petit doc, je le dis voici le doc, etc. Et comme ça tout le monde
Il y a plein de chants Slack, mais ça fait, c'est lui qui est obligatoire à lire et tout le monde lit parce que c'est intéressant. Il y a tout le temps des choses qui arrivent. Donc là, c'est la meilleure communication, je pense, qu'on a. Puis on a des petites amas, ça c'est Ask Me Anything par Quentin, notre CEO. C'est environ une fois par mois, il répond à toutes les questions. On a un petit formulaire, anonyme ou pas. Et puis il y a beaucoup aussi, je parle aussi dans le cadre des certifications, parce que ça fait partie de qualité, d'avoir feedback, de répondre aux questions. Et aussi au début de chaque AMA, il dit des annonces un peu importantes. Donc c'est comme ça qu'on communique aussi sur les audits, arrivés, passés, etc. On a aussi un petit insider, c'est nos mails internes qu'on partage avec l'actualité, dont certification. Et pendant le séminaire d'entreprise annuel qu'on organise, on a une petite demi-journée toujours dédiée à ces questions de sécurité, ISO, etc. Voilà. Ah, et Gemba-Walk, ça c'est un truc sympa, un peu détourné. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est Gemba-Walk. C'était Jembutsu, je crois, un truc japonais qu'ils ont inventé à Toyota. Parce qu'ils avaient un gros souci d'hiérarchie, un énorme écart entre top management et la chaîne logistique, on va dire. Et pour raccourcir cet écart et que les gens de management ils savent les réels problèmes opérationnels, en fait, ils faisaient du chamber walk, ils descendaient de leurs étages, ils allaient à la chaîne, ils regardaient salariés, t'as l'air triste, là il se passe quoi? Ils disaient, là ça est bloqué, on va voir ça ensemble. En gros, c'est ça, sauf là, bien sûr, nous, on a une hiérarchie très flat, on ne fait pas ça. Mais l'idée de ce truc, c'était que, par exemple, moi, je participe à toutes les réunions. Je suis là pour Sales Review, Support Review, Product Review, et je suis un peu partout, je fouine et tout, et j'entends un petit problème là-bas, un petit problème là-bas. Est-ce que vous avez parlé? Non, regardez, hop. Et ça fait l'huiler le tunnel de communication. Hop. Et voilà, ça permet de ramasser toutes les informations, les grouper et dire, quand je remarque qu'il y a un petit souci, manque de connaissances dans des équipes. Pas connaissances techniques, mais organisationnelles, bien sûr. Et puis pour la direction, parce que ça c'est aussi un axe important, comment on les implique? Déjà, j'ai fait des points mensuels avec chaque pilote. C'est-à-dire tous les mois, je vois, comme je disais, directeur sales. On se voit pendant 1 heure ou 30 minutes pour certains, ça dépend. On déroule déjà tous les KPI, on dit lesquels sont utiles, c'est important. On n'a pas de KPI inutile. Voilà, on les vire, on vire direct. On dit, on a une idée, est-ce que ça peut être intéressant? Je ne sais pas, nombre, leads, entrées, sorties, je ne sais plus c'était quoi nos trucs. Mais en gros, on a testé pendant 2 mois, on a vu que ça apporte rien comme info, hop, on a archivé. Voilà, c'est de ce genre de choses. On discute aussi, par exemple, moi je les entraîne parfois pour les audits aussi. Parce que les auditeurs, ils posent des questions, ils sont plutôt sympas, mais parfois pour certains, ça peut être stressant. Ils se sentent un peu en examen, ou voilà, ou ceux qui n'ont jamais fait cet exercice, je les prépare, je dis voilà comment ça va se passer, etc. Et puis tous les mois, on parle aussi des sujets opérationnels, qu'est-ce qu'on devrait mettre en place, etc. Comment on améliore ces choses? Est-ce que tu as fait une issue? Et du coup, on revoit toutes les issues avec des due dates et tout, on essaie d'organiser. Donc, c'est plutôt pas mal. Et ça marche bien. Et puis, on a des copies, les comités de pilotage mensuels, ça c'est obligatoire dans le cadre d'ISO 9001. Là, on traite de tous les sujets, on descend tous les processus rapidement. On a quand même fait un progrès. Le premier, ça durait 3 heures, le dernier, 25 minutes. Donc, on a fait un sacré progrès. Et la revue de direction, c'est pareil, dans le cas d'ISO, c'est obligatoire tous les ans. On fait un bilan de l'année et on fait les objectifs de l'année prochaine. C'est bien. Franchement, c'est quelque chose qui ne se faisait pas en dehors d'ISO. Donc ISO, il apporte vraiment pas mal de choses chez nous, un peu de structuration, d'organisation, c'est bien. Et puis, voilà, il y a Chan Slack et les audits internes qui sont obligatoires, c'est un super exercice aussi. C'est très bien. Et souvent, l'auditeur, il donne des bonnes idées. Ça s'implémente petit à petit. Voilà. Et là, j'ai mis juste les documents phares d'ISO 9001. Il n'y en a pas tant que ça. Le gros travail de rédaction, je pense que vous connaissez, c'est ISO 27001. Quand j'ai parlé de système management intégré, aujourd'hui, par exemple, j'ai écrit, initié ou participé, mais plutôt, comme j'ai dit, pré-mâché, donc j'ai initié quasi tous les documents, 157 ou quelque chose documents.
qui sont utiles ou obligatoires. Et on essaie, si c'est obligatoire, il est comme ça, s'il est utile, il est comme ça. Et voilà. Et, et sachant que chaque document il doit être revu annuellement à minima, et s'il y a un changement, il faut le mettre à jour. Et mettre à jour un document stratégique, il faut validation de CODIR. Donc c'est un petit peu rigide, mais grâce à GitLab et le versionnage d'un GitLab et le merge request, on a dépassé tout ce schéma obligatoire des signatures, etc. Chacun impose son truc. Non, il y a merge request validé par tout le monde, c'est bon. Et donc, imaginez si on avait des périmètres différents pour chaque certification. Vous multipliez 157 ou 160 par 2, 3, 4. Parce que chaque périmètre devrait du coup avoir sa propre politique, son propre schéma, ses propres processus, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a opté toute l'activité Clever Cloud dans toutes les... Voilà, ça couvre tout. C'est plus simple. Et voilà, dans ISO 9001, les plus gros sujets, c'est politique générale. On l'a appelé politique générale des qualités et des sécurités, parce qu'on intègre ISO 27001 dedans. Globalement, on parle de nos axes stratégiques. Nous, on a choisi 3. C'est le produit des sécurités et de qualité, les clients satisfaits et bien-être salarial. Et après, à partir de là, ça fait un effet d'étonnoir. On dit c'est quoi nos actions stratégiques sur une année, c'est quoi les KPI, tous les jours on regarde quoi. Voilà, c'est un joli étonnoir. C'est le point de départ d'ISO 9001 chez nous dans tous les cas. Puis le SWOT, analyse des parties, cartographie et compte rendu des réunions. Parce que tout ce qui n'est pas écrit n'est pas fait. Ça, c'est vraiment... Chaque auditeur vous dira ça. Mais si ce n'est pas écrit, c'est pas fait. Voilà, il faut le retenir. Et du coup, après, ça va aller plus vite parce que une fois on a fait le socle ISO 9001, c'est déjà, en termes d'organisation, c'était prêt pour ISO 27001. Parce que du coup, il a la même socle organisationnel. Il fallait juste reprendre un petit peu tous les chapitres et adapter à la sécurité, notion de sécurité. Donc, il y a le fameux document déclaration d'applicabilité pour le annexe A de 27001. En fait, 27001, c'est un document un peu textuel. Et après, vous avez un annexe avec 150 quelques exigences techniques et qu'il faut répondre. Et là, c'est beaucoup plus de travail. Donc, il est sous le nom 27002. Et puis, il y a des politiques de sécurité interne. Pour le coup, il y a un grand paquet. Analyse de risque, très important, et documents annexes. Voilà, il y a un paquet de documents annexes. Et je vais vous juste souligner des choses les plus importantes dans ISO 27001. Et là, je vous ai j'ai créé un petit GIF. Déclaration d'applicabilité, pour moi, c'est un outil à faire pour toute la conformité. Que ce soit même RGPD, vous faites une conformité PIC DSS, peu importe. Le principe de DDA, il est très bien. En fait, vous mettez toutes les exigences, moi j'ai mis carrément toutes les référentiels, en fait, ils sont là-dedans, numéro de mesure, description, et puis là-dedans, il y a tout ce qui répond à toutes les normes, c'est-à-dire il y a les risques qui sont en lien, la preuve documentaire, quel niveau stade on est, le lien vers les issues, et pour dérouler un audit, il dit oui, c'est exigence 16.7, je roule, j'ai tout de suite, je clique sur l'échu, voici notre PDCA, amélioration continue qu'on a fait dessus, voici le document phare, et en fait dérouler après des démonstrations, c'est très important, parce qu'on a eu sur les premiers audits, les auditeurs disaient « Ah, petit souci de démonstration », parce qu'on passait trop de temps à chercher les infos pour répondre, et ça voilà, et ils aiment bien quand c'est fluide. Et quand c'est fluide, ils ne vont pas trop poser de questions, en fait. Ça va vite. Ils sont là, oh, très bien, on nous amène. Voilà, et DDA, format DDA, après je l'ai appliqué partout. Vous savez, il y a un SIG IDGN, pareil, je le déroulais comme ça. Hop, ça fait checklist, ça fait des issues, on travaille. Mais en fait, c'est vraiment une checklist des exigences. Et c'est applicable à toute la conformité, je vous conseille. Et si vous êtes intéressé, je pourrais vous faire un truc format vide, quoi, juste comme schéma. Parce que parfois, je sais que les gens, certaines personnes ne sont pas à l'aise chez nous, dans tous les cas, avec pseudo Excel. Pour moi, moi j'ai vis, je respire ça, mais ils sont en mode... Alors là, justement, une question. Ouais, bien sûr. Excel, c'était pas GitHub tout? Alors, on ne peut pas mettre ça sur Markdown. Il nous faut des filtres.
Bah, moi, je sais pas faire. Je sais pas si vous avez une astuce. J'écoute. Hein? C'est un petit rêve. Un petit rêve, ouais. Franchement, s'il y a une astuce, un outil magique, je le prends parce que pour l'instant, il me sert. Voilà, c'est vraiment le document phare pour toutes les certifs. Il n'y a pas une mise à jour, on va dire, entre ça, parce que c'est pas Ah oui, c'est Google Sheet. Ouais, c'est Google Sheet, ouais. il n'y a pas une mise à jour automatique Avec GitLab? entre GitLab et tout ça? Non, pas vraiment. Mais en fait, on a testé pour ça, on a testé un outil de Deming. Pour l'instant, c'est un fast test. Je ne sais pas si vous connaissez. Deming, c'est un logiciel open source aussi qui a été fait par un RSMI, voilà, qui fait ça. Et du coup, vu que c'est open source, on peut régler la mise à jour automatique des issues. C'est un petit peu ça, mais c'est un logiciel avec des graphiques et des rapports. Mais le problème, c'est qu'il faut mettre au début tout manuellement dedans. Et on n'a pas encore fait script, parce que voilà, on l'a découvert il y a 6 mois. Et moi, vu que je ne sais pas faire des scripts, malheureusement, j'attends que quelqu'un fera pour moi. Tout le monde est occupé. Mais c'est pas le prioritaire, donc c'est pas grave. Mais oui, ça aurait été bien. Après, moi, je travaille tout le temps avec lui, donc je le mets à jour. En fait, il y a une personne dédiée pour gérer tout ça et mettre à jour. Mais c'est vrai que ça aurait été très bien. Je passe vite fait après les politiques internes. Nous, on a mis tout, on a un repo GitLab qui s'appelle CCTF. C'est toutes nos politiques, procédures, tech, opérations, il y a tout dedans. Et il y a un chapitre policies. Et là, on a mis récemment en format Hugo. Et du coup, c'est lisible. Et il y a tout dedans, comme ça. Et voilà. C'est un lien, tout le monde a mis ça en favori. J'ai pas vérifié 70 personnes, mais ils sont censés avoir ça en favori. J'ai vérifié quelques-unes. Et puis, analyse de risque. Bon, je ne sais pas si vous connaissez, nous, on s'est basé sur EBIOS-CRM et ISO 27005. Est-ce que ça vous parle un petit peu? Ouais. On a fait, donc voilà, basique. Vraiment, je déroulais. J'ai créé un document assez épais aussi. On voit un peu les onglets là. En gros, dans la méthodologie, j'ai décrit. L'idée, c'est que si je pars d'entreprise, quelqu'un qui reprend le doc, il sait de quoi il parle et comment l'utiliser. Ça, pareil, il n'y avait pas ça avant, mais j'essaie dans toutes les documentations ou voilà, GitLab, mettre ça pour que la personne, si quelqu'un veut reprendre le truc, il sait quoi faire, comment ça marche. Donc il y a un peu le résumé des deux là-dedans. Puis on analyse l'organisation avec EBIOS, voilà, on découpe avec les valeurs métiers, etc. Risk Level Matrix, c'est ça en fait, on explique comment on l'a calculé. Risk Register, du coup, c'est tous nos risques, la liste. Et puis parfois, on fait les ateliers EBIOS pour des sujets spécifiques. Comme exemple récent, Signum Cloud, on a fait les risques cloisonnement, par exemple, parce que c'est tout un sujet précis dans le Signum Cloud. On a dû dérouler tout l'atelier selon EBIOS-CRM. Ça a pris 2h30, mais ça vaut le coup, vraiment, je conseille. On a testé, c'est très bien. Et puis, EBIOS-CRM, pour ceux qui ne connaissent pas, vous tapez, il y a la dernière version en PDF. Elle est très lisible, elle est très digeste. Vous pouvez juste suivre les étapes et l'essayer si vous voulez faire une analyse de schéma d'attaque, voilà, de choses comme ça. Et puis, il faut faire un test de risk assessment obligatoire. Donc, on a testé. L'idée, c'est que quelqu'un aurait fait au hasard un risque à ma place et on arrive au même résultat. Voilà, parce qu'il doit être identique. Et puis, pour tout le reste de la documentation, je mets en place une sorte de matrice de la doc. En fait, il y a le nom, voilà. Et ici, je cherche un truc, parce que la documentation, il y en a partout, même si je la structure avec les cross-refs, mais les gens qui ne baignent pas dedans sont un peu perdus, donc ils ont ce doc, et ils font recherche par mots-clés. Il y a toutes les docs avec les liens, et le niveau de confidentialité. S'ils ont le droit, dans tous les cas, s'ils n'ont pas le droit, ils cliquent sur le lien, il n'y a rien qui se passe. J'ai tout vérifié. Et j'ai vérifié régulièrement. Voilà, et les échelons, un lien, etc. Donc voilà, ça c'était notre organisation en termes de la documentation et la sensibilisation. Et puis, le dernier truc qu'on a obtenu récemment, c'était l'hébergement de données de santé. On l'a eu, la certif, il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, on a obtenu notre certificat. Merci.
Voilà, et du coup, c'est pareil, c'est encore plus court comme sujet parce qu'au final, HDS, une fois on a fait tout ce travail, c'est juste du RGPD en plus. Tout le monde est conforme, RGPD, c'est réglementaire, obligé, pas le choix. Donc, et le plus gros travail, je pense, c'est sur contrat à faire. Mais voilà, on peut aller voir ce que les autres ont fait, ça va plus vite. Et puis, il y a deux choses à mettre en place. Et en termes de coût HDS aussi, parce que j'étais à un atelier avec d'autres RSSI, et en fait, certains, ils ne savaient pas que avec nouvelle version HDS qui est sortie en 2024, et il y a maintenant une synthèse managériale du dernier rapport d'audit technique sur les ressources mutualisées de moins de 3 ans. En fait, ça rajoute un audit de plus, donc c'est un coût. Attention, voilà, quand on se dit HDS, ça ne coûte pas grand-chose, bah, ça coûte quelques heures de travail sur le contrat. Et puis, il faut passer à un audit technique en plus sur les ressources mutualisées tous les 3 ans. Et il faut vérifier qu'on est capable de sortir les rapports de log d'accès, tous les logs d'accès d'un client aux données de santé à caractère personnel d'un client. Il peut demander ça n'importe quand. Voilà, ça, c'était vraiment deux choses que je présentais à l'interne aussi. Voilà, je dis, il nous faut ça. Voilà. Et puis, on a testé, on a réussi à faire un rapport. Et c'est bon, on peut avoir HDS. Donc voilà. Et puis là, on a obtenu 3 certifications. Sur ces schémas-là, là, ça roule pour l'instant. Je touche du bois, ça marche. On est sur Signum Cloud. On est au milieu de Signum Cloud, c'est pas mal. Et puis, qui sait, peut-être ECS, PIC, DSS à venir. Donc voilà, on est parti sur ça. Je suis sur le mot de fin. J'espère que je ne vous ai pas endormi. Les critères réussite subjectifs, selon mon avis. Donc, ce que je vous ai dit, ce qui n'est pas écrit n'est pas fait. Donc là, l'auditeur va être très chiant. Si vous n'avez pas écrit ce que vous dites, vous ne pouvez pas le montrer visuellement et il va dire « Ah, c'était pas fait. » Non-conformité mineure. Je parle d'expérience. On s'est un peu fâché. Moi, je me fâche avec les auditeurs quand c'est injuste. Je dis non, ça, c'est pas une non-conformité. Et puis, on négocie et puis voilà, ça passe. Mais c'est humain. L'auditeur, c'est pas un robot, on peut négocier. Vous pensez comment ça se passe en audit financier, hein? C'est pire encore. C'est pire. Donc, il faut que ça soit utile. Donc, tout ce qu'on fait, si la personne, le pilote qui est censé... Parce que, ok, je prémâche le travail, je fais beaucoup de choses, mais si après, il dit... ça m'arrive souvent, il dit « Oui, j'ai rappelé tes KPI. » Ah non, non, non. Là, on revient sur le mot « tes KPI », c'est-à-dire que tu ne l'utilises pas, tu les remplis là avec des copies, ça ne sert à rien. Allez, hop, on répare sur un schéma où qu'est-ce que tu regardes tous les jours. Ah, moi, je regarde ça et il me sort un truc où il regarde de côté plein de choses. Je dis « Oui, mais... pourquoi pendant 6 mois, tu ne disais pas que tu regardes autre chose ?» Donc, on prend ce paquet, on le met dans le doc et dit « Ah oui, c'est bien. » Et du coup, il utilise ce doc maintenant. Il dit « Voilà, il l'a bien aimé. » Et donc, c'est ça le travail. Il faut toujours vérifier que ça soit utile parce qu'avec la communication qu'on a fait, ISO, certif, c'est important. En fait, c'est carrément, ça sort un fouet. Je sors, je mets le chat. Tiens, pour ISO, j'ai besoin de ça. Je fais ça tout de suite. Ok, c'est pas aussi obligatoire, mais il faut qu'on y réfléchisse. Est-ce que ça apporte des choses? On analyse des trucs. Calmos. Enfin, voilà. Et du coup, utile, il faut adapter la norme à la culture d'entreprise. C'est ce que j'ai dit au début. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on soit rigide. Il faut se mettre en question. Il y a des choses, par exemple, dans tous les cas, ISO 27001, c'est assez flexible. Il y a des choses qui passent. L'auditeur ne peut pas tout voir aussi. Non, mais voilà, l'idée, c'est pas appliquer à la lettre. C'est ce que je veux dire. Il faut vraiment adapter, chercher. Et puis, on est tous... vous, tous créatifs, parce que moi, je ne suis pas tech, mais vous êtes très créatifs dans les solutions. Quand on vous pose des questions, vous ne voulez pas faire un truc, vous allez toujours faire une alternative. Et il y a des choses chiantes,
Et quand on est créatif, on est feignant et voilà, on trouve contournement, hop, hop, on a trouvé une petite solution. Voilà. Donc, j'ai fait toujours confiance au tech. Je lui demande, il y a ça, comment on peut faire? Et on discute ensemble. Et ils ont toujours des idées. Ils sont contents qu'il y ait un truc qui peut apporter. Voilà, chez nous, comme ça marche. Donc, et puis, moi, je ne suis pas chiante. Donc, quand la personne, je respecte absolument les deadlines et il y a d'autres pressions et d'autres sujets de roadmap, etc. On reporte à chaque fois. J'ai dit, est-ce que tu pourrais? Non, je ne peux pas là. Et en plus, ils sont un peu mal à l'aise à dire non. Et je suis toujours en mode, non, mais c'est pas grave. Demain, c'est l'audit. C'est pas grave. Et du coup, j'arrive à l'audit. Alors mais ça va. Il ne faut pas se dire qu'on va mourir à cause d'un truc qu'on n'a pas fait parce qu'il y avait d'autres priorités. C'est quand même... voilà, il faut respecter surtout les personnes, ne pas les mettre de stress. Ça, on ne fait pas. On n'a pas trop de stress, j'espère. Moi, je ne ressens pas. À part là. Mais pas au travail. Et voilà, avoir une personne dédiée à minima qui va être partout, c'est équivalent de moi, c'est bien, vraiment. Parce que, bon, peut-être juste... moi parce que ISO 9001, vous pouvez faire un mi-temps, quelqu'un peut le surveiller plus ou moins parce que c'est light. Mais ISO 27001, juste mettre à jour toutes les docs, ça prend 6 mois de l'année. Je dois rédiger et tout. C'est du boulot constant, j'ai toujours du travail. Donc, s'il faut vraiment une personne dédiée, ce serait bien, comme je disais, on a une équipe, c'est-à-dire moi je suis à plein temps. Il y a côté sécu, on a Stan qui travaille avec moi en binôme. À la base, il était dans l'infra et maintenant, il est un peu dévié dans la sécu parce qu'il était à 50% d'ISO aussi, de 27001. Et puis, il y a aussi un membre de direction, directeur opérationnel, qui est toujours là, présent pour, pour passer le message plus haut, bas au codir ou voilà, décider, prendre des décisions. Donc, c'est bien. Voilà, notre équipe, c'est un plan de temps et de 0,50 ETP et direction peut-être 20% de son temps. Et top management doit être impliqué, ça c'est vrai. Il faut absolument... moi, je vous ai montré comme nous, on a fait en communication. Le fait que j'aille tout le temps aller voir, je les vois tout le temps régulièrement, on en discute, c'est bien. Être présent un peu partout et dire je suis là, ISO ça existe, certif. Et pas faire, c'est se rigidifier, c'est un peu voilà, ce que je dis. Travailler dans son coin, pareil, si le but c'est obtenir certif et si j'étais avec mon PC à rédiger mes normes et après juste sortir à l'audit, ça n'a pas de sens. Il faut que ça apporte des trucs à l'entreprise. C'est la vraie valeur ajoutée, c'est pas uniquement les clients, mais c'est aussi que ça nous a enrichi, solidifié beaucoup en interne. On a eu des bonnes pratiques, des bonnes choses qui sont arrivées. Et globalement, j'ai demandé il y a un mois un feedback des salariés en mode comment vous avez vécu tout ça en 2 ans. Et beaucoup m'ont dit au début, ils ont appréhendé, ils ont entendu, ils ont 27 000 là, ça les faisait peur parce qu'il y aura du contrôle, ça va peut-être rigidifier des choses, ils n'auront pas cette liberté qu'ils avaient avant. C'était leur peur et là ils ont dit mais c'était trop bien, ça s'est passé, j'ai pas vu le truc passer. Et donc ils sont contents, ils ont vu, le fait qu'on a commencé plus documenté, c'est structuré, il y a beaucoup plus de com, voilà, on est au courant, ça fait vivre. Donc pas faire être chiant, mais comme je disais, moi je suis chiante mais bien. Comme j'ai dit, j'ai un petit exemple après, mais voilà, je vais toujours être là parce que c'est mon travail à rappeler, à faire avancer les choses, mais pas en mode fais-le. Je casse pas les gens. Je dis est-ce que tu peux faire? Non. Je reviens dans une semaine. Est-ce que tu peux faire? Voilà. Donc, je sais que j'ai discuté avec d'autres animateurs, responsables de system management, et certains ils vont dur. Peut-être que ce n'est pas une bonne idée. Chez nous, ça n'aurait pas marché. Voilà. Clairement, ouais, allez, casse-toi. Ça aurait été ça. Voilà. Et penser que ça va se faire tout seul, c'est dans l'idée en mode, je dis, bon l'exemple, est-ce qu'on peut avoir firewall? On me dit, ouais, mais c'est 12 secondes. Ok, très bien. Si je laisse le sujet, il ne va jamais se faire.
C'est-à-dire, il faut que je revienne. Ah, il y a une semaine, on a dit ça, j'ai créé une issue, j'étais assignée, t'as vu? Non, j'ai pas vu. Bon. Ok, j'ai mis due date. Ah, est-ce que t'as vu la due date 2 mois plus tard, elle est arrivée, tu peux le faire? Ah, j'ai pas eu le temps, j'ai pas vu, j'ai pas vu. Voilà. Donc en gros, il faut être toujours là. Bien sûr, assigner les gens, ne pas être chiante, mais en même temps, rappeler le truc pour que ça avance. Donc c'est flexibilité. Il faut faire attention. Et soyez patient. Je vous mets un exemple. Hein. Il a validé. Mais même s'il n'aurait pas validé, je l'aurais mis. Parce que c'est une vengeance. Je l'ai attendu 2h45 sur Discord. Je faisais mes trucs. Mais comme j'ai dit, flexibilité, je suis pas chiante parce que voilà, je laisse passer des trucs. Mais j'essaie et j'ai vraiment vieilli. Hein. J'ai vieilli le temps en attendant. Donc, bon, voilà. mais ça, on connaît. Voilà. Il faut être patient. Et donc, si vous avez après d'autres questions de choses, je ne sais pas quoi d'autre proposer à part mon LinkedIn, que ce soit plutôt pro. Voilà, si vous voulez des exemples de doc, des idées, de l'aide, moi je suis là. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Merci. Moi, j'ai un truc, Oui. c'est pas une question, c'est juste l'auditeur. Ah oui, ça mérite même pas. C'est l'auditeur où tu dis que quand tu trouves tout de suite ta documentation, bah, il est plus content. Oui. C'est tout simplement parce que quand ça se conçoit bien, ça s'énonce clairement. Oui. Bah voilà, là c'est bien énoncé, donc c'est bien conçu. Merci. Merci. J'en ai fait. Ok. On peut répéter la question, il y a un micro. Oui, je vais faire ça, vas-y. Donc pour les boîtes qui aujourd'hui ne se sont pas encore lancées. Pour les boîtes aujourd'hui. Alors, pardon. Tu pourras la répéter. Pourquoi c'est intéressant pour une boîte d'informatique aujourd'hui se lancer sur ce chemin-là? Et quelles sont les contraintes qui risquent d'arriver si on ne le fait pas? C'est quoi le risque si on ne fait pas et pourquoi on y va? Donc, pourquoi on y va? J'ai un peu dit au début, c'est pour gagner des parts de marché et pour nos clients. Après, c'est aussi, il faut voir si vous avez de la demande de clients, du besoin. Mais comme j'ai expliqué, c'est que ça nous a enrichi en interne. Ça a permis de se structurer. Et il y a quand même des pertes d'informations qui sont parfois pas acceptables dans une entreprise. Les soucis de communication, je pense qu'on nous connaît tous. Donc, ça fluidifie vraiment les processus. Et il faut juste trouver une bonne personne pour que ça se passe bien. Si vous ne le faites pas, il y a des choses, par exemple, comme je dis, cette demande marché ISO, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas réglementaire. Mais si on a un client, par exemple, qui a de la donnée de santé, on est obligé d'avoir HDS. Si on veut travailler avec l'État, la fonction publique, c'est GNOME Cloud, par exemple, c'est très bien. Sinon, il y a certains contrats qu'on ne peut pas obtenir. Il y a DORA aussi. Il faut se dire, DORA, il arrive, ok, c'est pour les établissements financiers, mais on est impacté parce qu'on est prestataire. Et les prestataires, ils doivent avoir un contrat spécifique, etc. Il faut s'adapter, il faut avoir la veille sur ces sujets. EC, ce qui arrive... pareil, on ne sait pas trop est-ce qu'il va remplacer GNOME Cloud ou pas. Dans tous les cas, ça va être doublon, ça va être obligatoire. Et il y a plein d'autres certifications, PIC DSS, pareil, si on est sous-traitant pour les cartes bancaires, etc. Qu'est-ce que j'ai oublié? Il y avait DORA, il y avait autre Cloud Act, etc. Donc, il faut déjà être en veille pour se dire si on est concerné. Parce que si ça arrive d'un coup chez vous et vous dites, le client dit, je pars, c'était obligatoire, et vous êtes... mais j'étais pas prêt. Ça, malheureusement, vous pouvez pas le faire en quelques jours. Il faut se préparer pour que ça se passe bien et que ce soit pas un burn-out pour certaines personnes. Il faut se préparer. Même la quantité de doc à rédiger, on peut le faire en 2 soirées. Mais est-ce que ça vaut le coup en termes de santé?
mentale, non, vraiment. Et, je pense que c'est, à minima, merci pour cette question, c'est bien d'être en veille. Voilà, soyez en veille sur le sujet des certifications, parce que ça peut être obligatoire et ça peut tomber d'un coup et ça peut être très très stressant, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. Je sais pas si c'est bien. J'ai vu que vous avez mentionné à un moment la mutualisation des savoirs ou des savoir-faire. Ouais. C'est quelque chose qui peut nous faire perdre pas mal de temps finalement dans un bureau ou dans un laboratoire ou quelque chose comme ça. Chacun fait finalement 20 fois la même recherche. Est-ce que vous avez un conseil sur un logiciel ou des bonnes pratiques ou des choses comme ça pour avoir une bonne mutualisation des savoir-faire sur des gens qui ne se parlent pas forcément toujours ou qui ne sont pas toujours dans les mêmes réunions? Merci pour cette question. Euh, Moi, je peux juste parler de mon expérience. C'est pour ça qu'on a choisi GitLab, justement, parce que c'est un environnement dans lequel il y a tout le monde. Et à la base, c'était un CCTF, c'est là où il y avait juste des procédures opérationnelles, c'est-à-dire comment, je ne sais pas, relancer un hypervisor, installer une VM. Et d'un coup, il y a un projet qui s'est créé, Policies, et on a commencé à rédiger dedans. Donc en fait, il est juste là. Et, euh, et je pense qu'il faut aussi travailler onboarding de gens quand ils arrivent à l'entreprise. Il faut les donner les liens favoris là où il faut chercher l'info. Donc, si c'est des mini-formations, chez nous, c'était CCTV avec des talks. Donc, ils ont tout de suite ça. Ils ont des choses obligatoires, des playlists. Et on dit toujours, la référence, ça va être CCTF. Bon, nous, on a créé ça parce que c'était pratique pour les techs. À la base, oui, c'est ça. Ça fait longtemps que vous avez créé CCTF. En gros, CCTF, c'est un repo Git qui contient la doc de procédure de Clever. C'est-à-dire, en fait, si au moment on cherche quelque chose, si on a besoin de redémarrer tout ou n'importe quoi, en fait, c'est une doc au format Git, donc au format Markdown. C'est pas un repo qui est pas une doc à la Confluence et compagnie, parce que l'idée, c'est que si Clever est cassé, que en fait, on ait la doc en local. Donc, en fait, c'est vraiment un gros dossier Git avec des procédures pour toutes les équipes, toutes les infos nécessaires pour pouvoir redémarrer les choses. Donc ça a commencé. Et mon conseil, c'est vraiment prendre la pratique la plus courante de l'entreprise et adapter les autres gens à ça. Par exemple, les non-tech, je sais que on a certains, les équipes RH qui sont très loin de GitLab, ils avaient du mal. Mais on a quand même, on rédige des documentations aussi, hein. On a des documents en PDF, mais on met les liens dans CCTF. Donc, il y a toujours une source d'information. On va avoir toujours une source d'information à jour, toujours GitLab. Merci. Question, bravo.